Messieurs et dames, le bon choix que vous avez fait, c'est celui de suivre Héros Télévision en ce moment. Vous êtes branchés sur Héros en train de suivre les 7-9. Le 7-9, c'est cette tranche, non pas d'animation, mais d'information que vous propose votre chaîne. Et vous servir, tel est notre leitmotiv, l'information, c'est notre boulot. Et pour ce faire, messieurs et dames, tout de suite, place au sommaire. Insécurité à l'est du pays, les chefs de l'État obligés d'écouter son séjour en Europe après le bombardement par le M23 et leur soutien d'un camp de déplacés au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Révision de la Constitution, formation du gouvernement, relations Chine-Russie et Afrique. Félix Tshisekedi s'est exprimé sur tous ces sujets dans plusieurs interviews accordées à la presse lors de son séjour européen. Élection de gouverneurs et sénateurs, les observateurs dénoncent les cas de corruption et d'irrégularité. D'autres encore dénoncent le faible taux des femmes élues. Les détails, c'est tout à l'heure. Voilà, c'est là le menu de ces 7-9, messieurs et dames. Tout de suite, place à l'actualité. Voilà, le journal dans la tranche d'information. C'est avec Fiston Kazadi que ça se passe. Fiston Kazadi, Mbote, bonjour. Place à votre journal. Merci Amendi Moani. Quelques jours après les tirs des roquettes du M23 soutenus par le Rwanda contre un camp de déplacés au sud-ouest de Goma, l'émoi est toujours vif en République démocratique du Congo. Ces frappes ou bombardements qui ont fait près d'une dizaine de morts sont condamnés unanimement par l'opinion. Retour sur les faits dans ce reportage. Dans cet hôpital de Goma, les souvenirs des rescapés sont encore vifs, tout comme leurs blessures. Après l'explosion qui a touché leur camp, 27 déplacés ont été acheminés vers cet établissement. 4 enfants sont morts pendant leur transfert. Nous étions à la maison en famille quand nous avons entendu des bombes tomber dehors. Des éclats nous ont atteints, mais on ne savait pas d'où ils venaient. Je suis vivante, mais j'ai de fortes douleurs à cause des plaies. J'ai subi des transfusions de sang. Selon les autorités congolaises, au moins 14 personnes sont mortes vendredi dans les bombardements qui ont touché les tentes de Lushagala, installées de part et d'autre de la route menant de Goma à Saké. Cette réfugiée a été sauvée de justesse, mais elle a perdu sa fille dans l'attaque. J'ai pris peur et c'est en m'enfuyant que je me suis blessée. Puis j'ai vu que ma fille était morte. On a vu plusieurs personnes mourir, surtout des enfants et des femmes. Les autorités congolaises accusent le Rwanda et les rebelles du M23, qu'elles qualifient de terroristes. Elles dénoncent un crime de guerre. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Après une intensification des combats autour de Saké début février, la rébellion s'est emparée de nouvelles localités dans le territoire de Massissi, au nord-ouest de Goma. Début avril, la mission de l'ONU en RDC décrivait une situation sécuritaire de plus en plus volatile. Ce que sont les personnes les plus démunies, les plus vulnérables. Donc il s'agit des femmes et des enfants déplacés qui ont déjà fui les combats et qui encore payent le prix de ce conflit. Et on voit de plus en plus des armes explosives qui font des dégâts parmi les civils dans des zones qui sont densément peuplées. Face aux difficultés de l'armée congolaise et de ses milices supplétives, de nombreuses victimes exhortent l'armée à protéger les civils. Cette semaine encore, le M23 a pris le contrôle d'une nouvelle cité minière, à Rubaya, à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Goma. Toujours dans ces chapitres, à cause de l'attaque du camp de réfugiés de Mugunga à Goma, le président de la République Félix Tshisekedi a décidé d'interrompre sa tournée européenne à l'étape de Bruxelles. Bien avant son retour, Félix Tshisekedi s'est entretenu avec la diaspora congolaise de Belgique. Suivez.
de leur terre natale, les Congolais de Belgique ont ressenti la douleur de l'attaque terroriste perpétrée ce vendredi matin par les troupes coalisées du Rwanda dans le camp de réfugiés de Mugunga à Goma. Ce vendredi sombre est la date choisie par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sceller davantage les liens entre lui et sa diaspora de Bruxelles. Loin de capituler, le chef de l'État a fait part de sa détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays jusqu'à la victoire finale. Ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là, et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse. Comme à Paris, le président de la République a félicité ses concitoyens de Bruxelles qui l'ont toujours accompagné depuis les années de la résistance, une confiance traduite dans les urnes en décembre 2023. Pour ce deuxième mandat, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut apporter des réponses aux principales préoccupations des Congolais. Comme il l'avait fait à Paris, le chef de l'État a présenté les 6 axes prioritaires de son action pour les 5 ans à venir, un ambitieux programme résumé en 6 axes prioritaires. Que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et engagement que vous avez adopté, accepté en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans 5 ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces 6 engagements. Dans une approche interactive, le chef de l'État a répondu aux questions lui posées sur la vie nationale. Le cumul des mandats et la double nationalité ont été largement commentés ici à Bruxelles, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de mieux légiférer sur ces 2 problématiques. Étape des réactions à présent. Madame Bintou Keïta a réitéré l'appel lancé par le secrétaire général à tous les groupes armés pour une cessation immédiate des hostilités, à déposer les armes sans condition et à adhérer au programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et la stabilisation, a déclaré la chef de la MONUSCO dans un communiqué où elle a aussi condamné fermement ces attaques du M23. Et puis, de l'autre côté, les États-Unis ont fermement aussi condamné l'attaque menée, selon les Américains, les forces de défense rwandaises, RDF, et les rebelles du M23 contre les camps des personnes déplacées internes des Mugano dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation fait suite au combat qui oppose les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. Toujours dans ces chapitres, suite à l'attaque de Goma, le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde a demandé au VPM, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, d'instruire Zeno Mukongongoy, représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies, à saisir le Conseil de sécurité pour dénoncer cette nouvelle attaque qu'il considère comme des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'était lors d'une réunion du Conseil des ministres tenue ici à Kinshasa. Et puis face à l'attaque continue de la population à Goma, la coordination de l'Union sacrée de la nation
par les billets d'Augustin Kabouya, membre des présidium de cette organisation, dénonce et condamne fermement ces bombardements orchestrés par le Rwanda via le mouvement du M23 et met le procureur près la Cour pénale internationale devant ses responsabilités. Kabouya encourage nos forces de défense et de sécurité à garder le moral haut car elles défendent une cause juste. Changeons de chapitre. Le président de la République confirme que nous sommes maintenant dans un autre chapitre. Hein. Exactement. On a arrêté avec l'histoire de l'Est. L'histoire de l'Est. Nous rentrons avec le chef de l'État toujours, mais dans sa tournée. Dans sa tournée. Okay. Oui, je disais, le président de la République, Félix Tshisekedi, a confirmé que le Premier ministre Judith Suminwa est dans le bon chemin pour son nouveau gouvernement qui sera incessamment mis en place. Félix Tshisekedi pense aussi que la constitution actuelle de la République démocratique du Congo est vieille. Pourquoi pas passer à la modification? Nous allons l'écouter. Tous ces sujets-là, évidemment, nous en parlions au sommaire. Et le chef de l'État s'est exprimé, on l'a dit, lors de sa tournée européenne. Il a accordé plusieurs interviews, mais là, c'est l'interview qu'il a accordée à la Deutsche Welle, la chaîne de télévision allemande. Suivons le chef de l'État. Elle est prête, son programme est prêt, mais nous attendons que tout se mette en place parce que son gouvernement ne sera validé que par l'Assemblée nationale. Déjà, d'abord, ce système de la proportionnelle, pour un pays comme le Congo, je trouve, au niveau national, je trouve que ce n'est pas très efficace. C'est justement ce système qui nous prend du temps parce qu'il faut identifier les regroupements ou les partis politiques qui veulent marcher ensemble, qui forment la majorité. Puis ensuite, il faut commencer à discuter avec les uns et les autres pour constituer le gouvernement. Mais c'est du temps, c'est énormément de temps que nous prenons. Tandis que si nous avions un système majoritaire, ben le parti qui gagnait allait directement commencer le travail parce que il est déjà en son sein organisé pour prendre les affaires. Et ici, nous sommes un conglomérat de regroupements, de partis politiques. Il faut déjà s'identifier comme étant du même bord politique et ensuite commencer des discussions entre nous. C'est trop de temps. C'est une constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais après un long moment de conflit. Donc c'est une constitution post-conflit. C'est normal. À ce moment-là, on craignait évidemment que certaines parties au conflit puissent retourner encore dans des guerres. Et donc on a voulu un peu faire une sorte de mosaïque pour que tout le monde puisse participer à la gestion du pays. Mais aujourd'hui, je crois que c'est dépassé. Nous sommes... la guerre intercongolaise, elle est loin, elle est dans le passé. Il faut maintenant regarder les choses en termes de développement de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est le temps. Donc on n'a pas de temps à perdre, il faut aller vite. Voilà, nous restons toujours sur le chef de l'État dans ses propos, Fiston Kazé. Exactement, Mendy Moani. Cette fois-ci, le président de la République a rassuré de ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et sur la question de la peine de mort, Félix Tshisekedi affirme que la loi est dure, mais reste la loi, la peine de mort sera appliquée dans notre pays contre les criminels de guerre. Comme on le dit si bien en latin, Duralex, Sedlex. Qu'un jour, ces populations rentreront chez elles. Parce que nous mettons tout en œuvre pour y arriver. Je vous ai parlé ici de ma volonté de vouloir le faire par la négociation. Parce que je veux privilégier cette voie, la voie de la paix, parce qu'elle est moins coûteuse d'abord, et puis elle est plus efficace. Dans la mesure du possible, le gouvernement leur apporte les moyens dont ils ont besoin. Ça ne suffit pas, c'est vrai.
Et je profite peut-être de l'occasion pour remercier aussi les autres pays et organisations qui ont aussi apporté de l'aide à ces victimes. Mais nous leur disons tout le temps d'espérer dans ce que nous faisons. Parce que notre détermination est sans faille. L'objectif, c'est de ramener la paix et de ramener toutes ces populations chez elles. Vous avez par exemple appris que nous avons suspendu le moratoire sur la peine de mort. Évidemment parce que, à cause de certains compatriotes, il y a justement ces dégâts humanitaires. Ce sont des choses qui arrivent pas seulement du fait du Rwanda seul, mais du Rwanda et de ses complices qui vivent en République démocratique du Congo et qui sont congolais pour certains d'entre eux. Et donc c'est pour ça que nous brandissons, nous avons rétabli justement cette sanction pour les dissuader, parce que le premier objectif, c'est d'abord de les dissuader. Mais s'ils s'entêtent, eh ben, la peine de mort s'appliquera. Et messieurs et dames, en termes d'information, vous devez savoir que la Cour militaire du Nord Kivu, siégeant en matière de sécurité, vient de condamner 8 officiers à la peine de mort. Voilà, Fiston Kazadi. Nous pouvons poursuivre avec vous. Exactement. Profitant de son séjour de travail à Paris, le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris langue avec des investisseurs au forum Business France RDC. Cette activité a été organisée par le patronat français. Des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo étaient au menu des échanges. C'est un reportage. Suivant ce reportage, on nous dit que le reportage n'est pas prêt. Nous allons passer au prochain sujet avant de revenir sur celui-là. Voilà, les consortiums des ONG des droits de l'homme dénoncent les actes de corruption pendant les élections des gouverneurs et sénateurs dans plusieurs provinces, notamment dans la province des Hauts-Uélé. Ces militants de droits de l'homme invitent les procureurs à se saisir contre les corruptions. Alors nous allons suivre ce reportage. Les minerais stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures et des villes durables, des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo, mis en avant-plan à Paris à l'occasion de la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC. Devant les hommes d'affaires français, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a captivé les investisseurs français en mettant en lumière des nombreuses opportunités d'investissement offertes par son pays, la RDC, un pays dont la superficie affiche 5 fois plus que la France. Au cours de cette rencontre, le garant de la nation congolaise a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs. Pour sa part, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à travers son directeur général, a souligné les progrès accomplis par la République démocratique du Congo, mentionnant ainsi la suppression d'une dizaine de taxes, mais aussi la mise en place d'un plan d'urgence visant à améliorer le climat des affaires. Voilà, comme le disait Fiston Kazadi tout à l'heure, là où vous venez de suivre, en profitant de son séjour de travail à Paris, le chef de l'État qui a pris langue avec les investisseurs au forum Business France RDC, une activité qui a été organisée par le patronat français. Donc maintenant, nous allons entrer, Fiston Kazadi, à votre consortium. Exactement, les consortiums des ONG de droits de l'homme dénoncent les actes de corruption pendant les élections des gouverneurs et sénateurs dans plusieurs provinces, notamment dans la province des Hauts-Uélé. Ces militants de droits de l'homme invitent les procureurs à se saisir pour ces cas de corruption. Nous allons suivre. Suivant ce reportage donc. De
Déroulement des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs qui se sont clôturées par le deuxième tour au Sud Kivu en République démocratique du Congo. Des actes criants de corruption observés, cas de la province de Haut-Ouélé, constate le consortium des organisations non gouvernementales de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et c'est après analyse et échange ce vendredi 3 mai 2024 à Kinshasa au centre culturel Boboto. Après échange et analyse, les consortiums des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en RDC constatent avec amertume des cas de corruption, des irrégularités à grande échelle et des agitations qui ont émaillé les discrétions, et c'est malgré l'injonction de la ministre d'État, ministre de Justice, répercutée par la lettre du procureur général près la Cour de cassation, appelant les procureurs généraux de toutes les provinces à réprimer fermement toute infraction de corruption et de tentative de corruption lors de ces scrutins. Parmi les nombreux cas signalés, à l'instar de Kinshasa, de la province de la Chopo, celui de la province de Haut-Ouélé à Isiro est le plus flagrant et attire l'attention de toute l'opinion en ce sens qu'il a été constaté la séquestration, les menaces et les intimidations de certains députés provinciaux par un camp d'un des candidats gouverneurs à Isiro. La poursuite de la campagne électorale au-delà du délai réglementaire. Les retards criants observés dans la tenue de la plénière consacrée à cet effet. Eu égard à ce qui précède, le consortium des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en RDC recommande à la CENI de sanctionner les agents électoraux commis à l'organisation de ces scrutins dans les conditions si haut décriées. Fisson Kazadi. Et toujours dans le Fisson Kazadi, s'il vous plaît, oui, revenons un peu sur ces reportages. Ces affaires de corruption et d'irrégularité dans les élections de gouverneurs et sénateurs, vous êtes journaliste, vous avez quand même suivi de près comment se sont déroulées ces élections. On parle de corruption. Bon, Amen, vous savez, sans pour autant mâcher des mots, vous et moi, nous le savons très bien, qu'il y a eu corruption, même des députés provinciaux. Ici, le chef de l'État avait instruit le ministre de la Justice, le ministre de la Justice a instruit la Justice. C'est la question que j'allais poser à Madame la ministre, parce que nous avons même fait passer son élément ici quand elle a été interpellée par le président pour mener quand même des enquêtes, et mettre aussi des personnes, des gens, des services qui vont commencer quand même à suivre le mouvement par rapport aux députés provinciaux et lui faire rapport. C'est la question qu'on doit maintenant poser à Madame la ministre. Où en sommes-nous avec ces gens qu'il avait placés sur terrain? Il y a des éléments. Mais il y a plusieurs cas. Non, mais à Kinshasa, par exemple, ils ont seulement pris un cas. À Kinshasa, on dit que le gouverneur Bumba, qui a été élu, Bumba Lubaki, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Oui, oui. On dit qu'il aurait distribué des jeeps. Daniel. Et là, c'est Augustin Kabouya qui sort pour dire qu'il a donné des jeeps à ses élus pour les motiver. Si j'étais Augustin Kabouya, je pouvais me taire. Mais il a donné un exemple, là. Il a dit on a envoyé des motivations aux léopards. Je n'arrive pas à comprendre. Souvent, il rate sa communication à chaque sortie, quelle que soit sa défense. Et après, j'ai l'impression comme si Kabouya doit parfois prendre de la maîtrise quand il s'exprime devant. Mais il a dit que ce sont ses élus, hein, les élus de l'UDPS à qui ils ont donné le véhicule. Vous savez, quelle que soit la forme des cadeaux que vous pouvez donner aux élus, ça peut rester aussi à l'interne. L'UDPS a l'argent d'acheter ces véhicules. Il a maintenant plus de 40 ans de lutte. Hein. Vous savez, un parti cotise aussi de l'argent. L'UDPS a des gens qui ont des moyens. L'UDPS ne peut pas manquer les jeeps. On ne refuse pas. Mais est-ce que c'était le bon moment pour passer et en parler à la télévision et devant l'opinion? Vous savez, il y a des Congolais qui déplorent tout ça. Nous sommes à la cité. Hein. On échange avec des gens qui souffrent. Il y a des gens, quand vous parlez des jeeps que vous donnez comme cadeau à un député, les messieurs, ils vous posent la question. D'abord, un député, il touche au-delà de 2 000, 3 000 $. Et vous lui donnez encore une Jeep comme cadeau.
Donc vous vous moquez de nous, vous comprenez? C'est pas moins de 30 000 $. Les gens s'étonnent et puis ils sont déçus. Alors c'est pourquoi moi j'aimerais dire à Augustin Kabouya prochainement, s'il y a de tels cadeaux et des surprises à faire aux députés, au cadre du parti, vous pouvez les faire et puis rester silencieux. Gardez votre calme et ça ne dérange pas. Ça concerne votre famille politique, ça ne concerne pas la nation. Je pense que nous devons demander à Dieu merci Moukoko prochainement de nous dire un peu comment on définit la corruption. Exactement, mais c'est simple, non, Amen. Quand déjà je t'appelle pour te demander de me donner votre voix en échange de quelque chose, même de 1000 francs, c'est déjà un cas de corruption. Donc nous avons vécu ça. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des poursuites? Bon, attendons voir. Je crois que le procureur Mvumbi, je lui fais confiance ces derniers temps. Hein. Il est vraiment sur terrain. Vous êtes devenu son fanatique? Non, un journaliste ne peut pas être fanatique, mais je reste dans les faits. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a de faux bruits, à chaque fois qu'il y a, des faux mouvements, nous interdit souvent de commenter des choses. Hein. Non, interdit quand vous n'avez pas d'éléments, quand vous n'avez pas de faits. Comme certains qu'on appelle des moutons noirs. Il est très menaçant Nous sommes journalistes et professionnels. Il est très menaçant par moment, Firmin Vondé. Non, moi je pense qu'il fait bien son travail. Bon, si les gens pensent qu'il exagère, tant pis. Moi je pense que c'est ça le rôle qu'il est en train de jouer. Et je lui demanderai de continuer de jouer comme de tels rôles-là. Parce que, vous savez, les Congolais, nous avons un problème sérieux dans notre mentalité. Et si on nous laissait quand même une portion de pouvoir, on risquerait d'aller loin. Amen. Je crois que le procureur doit continuer encore à faire ses traits parce qu'il faut revoir un peu la façon de se comporter. Surtout quand vous n'avez pas d'éléments, vous n'avez pas de preuves. Gardez votre silence. Il faut éviter le faux bruit. Évitez les faux bruits. Sinon, ça, il faut éviter. Sinon, crac. Non, pas crac. Sinon, on va vous interpeller. D'abord, vous interpeller pour nous donner quand même des preuves de ce que vous dites. Nous restons toujours dans ces élections avec cet autre reportage. Exactement, cette fois-ci avec les femmes de la Ligue pour le développement de la démocratie qui dénoncent eux aussi les manques d'inclusivité aux élections des gouverneurs et des sénateurs. Ces dernières pensent que les femmes n'ont pas été élues comme il fallait. Nous allons suivre une dame de cette... Comment vous appelez ça, la Ligue de... La Ligue des femmes sur la démocratie et puis... sur la démocratie, non, Ligue de femmes. La démocratie, voilà. Nous allons suivre la réaction d'une de ces dames qui a été interviewée à ce sujet. Le moment pour nous de voir comment ces élections n'ont pas tenu compte de l'inclusion du genre. Les femmes sont très peu représentées. Le jeune peu représenté, alors que au moment de la préparation de ces élections, l'organe de gestion des élections, la CENI, a martelé à plusieurs reprises que ces élections seraient des élections inclusives. Nous n'avons pas vu l'inclusion dedans. Nous avons aussi échangé autour de la consolidation de la démocratie et de la paix. Personne n'ignore que notre pays est dans sa partie est occupé, qu'il y a la guerre, les élections qui ont eu lieu. Une question que nous nous sommes posée et que nous sommes en train de nous poser est de savoir si telles qu'elles ont été conduites, est-ce que ça renforce la démocratie? Fiston Kazadi. Oui, Amen Dimoni. Les femmes, vraiment. Oui, bon, elles disent que peu de femmes ont été élues aux élections des sénateurs et gouverneurs. Bon, on mérite qui devait mettre les femmes? Elles-mêmes ou les partis politiques? Vous pensez que les partis politiques n'ont pas placé assez de femmes? Non, Amen. Ici, je ne pense à personne. C'est ce que vous donnez, c'est ce que vous allez recevoir. Est-ce que les femmes ont donné plus de meilleurs? Est-ce que les partis les ont alignés, Fiston Kazadi? Je crois bien. Les femmes étaient alignées. Si vous voyez depuis 2006 jusqu'à ce jour, aujourd'hui, il y a quand même il y a vraiment des avancées pour les femmes. Mais il y a aussi un petit problème. J'ai suivi l'autre fois une dame que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, Madame Djouzou Mbombo. Elle disait, vous savez, la doyenne maman Djouzou Mbombo, elle disait, entre femmes, c'est comme s'il y a un blocage. Pas un blocage. Les femmes ne votent pas pour les femmes. C'est ça le constat. Les femmes ne votent pas pour les femmes. Madame Djouzou avait dit ça l'autre fois. C'est comme s'il y a une
petite jalousie, bien il y a un petit problème. Un manque de considération. De considération, que peut-être si j'ai voté pour une femme comme moi, dès qu'elle sera là, elle va commencer à se moquer de nous, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est un constat général, les femmes ne votent pas pour les femmes. Ne votent pas pour les autres femmes. Alors que ici, la grande question, on doit aussi savoir, est-ce les femmes qui ont eu à postuler à ces postes-là, de gouverneurs, des sénatrices, est-ce elles avaient bien communiqué aussi? Il y a aussi un problème sérieux de communication, amen. Est-ce que ces femmes-là ont bien communiqué? Est-ce pendant les moments de campagne, leur programme? Vous savez, moi, je n'avais même pas suivi les programmes d'Anna, qui est notre sénatrice au niveau de Kinshasa ici. Quand on est en train de douter un peu de sa nationalité, vous savez, il y a même des enquêtes journalistiques par rapport à sa nationalité. Anna, elle a eu à travailler avec Vital Kamere, elle a eu à travailler avec l'ancien ministre de budget, Kangoudia. Est-ce même son programme, vous avez eu le temps de suivre son programme? C'est ça aussi les dangers pour les femmes. Nous avons besoin des femmes, mais il faut que les femmes méritent aussi. Des femmes compétentes. Vous venez présenter votre programme, on vous écoute, on a la difficulté de faire la différence entre l'homme et la femme. Quand vous parlez, quand vous expliquez les faits, comment vous allez vous y prendre, on s'est dit, non, non, la dame ici, et si on les met à cette place, elle va mériter. C'est ça aussi les problèmes. On ne peut pas mettre la femme parce qu'elles sont moins nombreuses, qu'on doit seulement mettre des femmes pour les mettre. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution. Hier, on avait 3% des femmes. Aujourd'hui, si on peut calculer, on peut arriver même à 5 ou 6% des femmes. Amen. Donc, il y a on a d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de la RDC, une première ministre femme. Voilà notre maman Judith Soumino. Je crois que nous allons travailler ensemble, madame la première ministre. Mais Fisson Kazadi, tout à l'heure, le chef de l'État semble se plaindre pour dire que la formation du gouvernement prend du temps. Non. Il se plaint par rapport à qui? L'Assemblée nationale? Non, le chef, il a senti que quelque chose n'y va pas au niveau de l'Assemblée nationale pour le bureau définitif. Une fois que le bureau sera installé... La faute est à qui? Au doyen Pépé Mbosso? Moi, je dirais au présidium de l'Union Sacrée. Hein. C'est comme si ces gens-là étaient venus... Ce n'est pas le président de l'Union Sacrée qui convoque la plénière. Mais amen, des gens dans une famille, vous savez, quand il y avait primaire entre Vital Kamere, Mbosso et Bati Lukwebo, les chefs avaient laissé quand même ces trois ténors d'aller dans ce combat pour que les députés choisissent. Ça s'est bien passé. Mais nous avons encore une information, je ne peux pas affirmer ici. Il semblerait que Mbosso a déposé sa candidature. Voilà, ça c'est l'indiscipline. Pépé Mbosso vient de déposer... C'est pourquoi moi j'accuse toujours les présidents. Pépé Mbosso vient de déposer sa candidature. C'est l'indiscipline. À la présidence du bureau de l'Assemblée nationale, comme indépendant. Mais vous et moi, nous savons que comme indépendant. Nous savons bien qu'il fait partie des présidiums. Apparemment, Pépé Mbosso ne veut pas lâcher le bureau. Non, amen. Vous savez, dans la vie, il y a des moments, il faut savoir, malgré l'âge, il faut savoir quitter la chose. Nous tous, nous avons vécu ça, vous et moi. Nous avons connu quand même un parcours, vous non? Vous pensez qu'il a eu le goût du pouvoir? J'ai été contre avec des gens comme ça, qui ont eu toujours le goût du pouvoir. Mobutu était là, il a passé plus de 30 ans. Mais où est-ce qu'il est? Kabila Joseph, plus de 18 ans. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Kabila, il faut le laisser, il est parti. Non, mais Mbosso aussi doit partir. Même s'il revenait comme indépendant. Mais Pépé est fort, Pépé est encore fort, il n'est pas fatigué. Non, hein. Amen. Arrêtez de se moquer de notre papa. Mbosso, c'est notre papa. Moi, il est encore fort. Je connais ses enfants qui sont aussi mes amis. Il est encore fort. Non, non, papa Mbosso, vous devez vous retirer. Vous avez fait votre temps. Il est temps de se retirer, de laisser la place à quelqu'un d'autre. Je crois bien... Comme Gizenga s'est retiré à l'époque. Exactement. Le Congo appartient à tous les Congolais. Vous pouvez prendre 5 ans de règne ou 10 ans. Quand il est temps de partir, il faut partir calmement. Et puis, le mal, moi, je condamne l'union sacrée. Amen. Je commence maintenant à donner raison à ceux qui disaient que c'est l'union sucrée, ces gens-là sont venus pour chercher des postes. L'union quoi? Mais ça se voit. Non, les gens parlaient de l'union sucrée. Est-ce qu'ils étaient venus réellement pour servir ou bien se servir? Ça se voit maintenant. Hein? Pourquoi le bureau doit prendre beaucoup de temps? Parce que nous avons tous soif de voir Madame Judith travailler avec son gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de 2 premiers ministres? Apparemment oui, parce que vous savez quand l'affaire... Quand il y a eu bombardement à l'est du pays, il y a le premier ministre Sama Lukonde qui a fait une communication. Exactement. Il y a aussi Madame la première ministre qui a fait une communication. Maintenant, vous allez me répondre, amen. Est-ce les deux touche aussi quelque chose de la part du gouvernement, de la trésor public? Évidemment.
Vous voyez le Et mal. Madame Souminois Vous voyez le mal. se déplace avec un cortège. Et vous continuez à bloquer le chef de l'État pour qu'il avance par rapport à sa vision. Il y a déjà, on va déjà calculer les 100 jours du chef de l'État. Monsieur Fiston Kazadi, vous allez terminer votre Merci, journal je vais avec quoi? terminer avec la jeunesse ici de la FEC, la Commission nationale jeunes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo. FEC a organisé à Kinshasa la première table ronde des jeunes entrepreneurs en présence des autorités congolaises. L'objectif de cette activité était de dresser un tableau général de la situation de la jeunesse entrepreneur à travers 4 thèmes, dont la compétence et formation, la compétitivité et financement, le climat des affaires et gouvernance, ainsi que la promotion du local contraint. Cette activité a été appréciée par les invités et voire même les institutions publiques. Amen. Nous allons terminer. Fiston Kazadi, c'était un plaisir de vous avoir pour votre journal. Merci, moi aussi. À très bientôt. À très bientôt. Messieurs et dames, c'était Fiston Kazadi avec la rubrique Actualité. Place à la prochaine rubrique. Bonjour à toutes et à tous, je me trouve actuellement sur le site de déplacés de Mugunga en bordure de Goma où plusieurs bombes sont tombées ce matin. Selon les déplacés, 6 obus sont trouvés ce matin, mais le nombre de victimes est encore inconnu. Plusieurs morts, on le sait, mais aussi beaucoup de blessés graves. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable, cela n'est pas nié. Cela n'est pas nié. un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Vous savez ce que Macron a dit? Vous savez ce que Macron a dit à Chilombo lors de ce dîner? Ni caméra, ni son. Ce sont les blancs. Macron a été humilié ici. Tu sais ce que Chilombo lui a fait ici. Macron a été humilié ici. Et tu sais ce qu'on lui a dit au cours de ce dîner. Il n'y a aucun officiel. Le ministre des Affaires étrangères dehors, le porte-parole dehors, l'ambassadeur dehors, mais on a fait entrer la représentante du Rwanda et sa famille biologique. Mais il y a les non-dits diplomatiques. Monsieur, prépare tes clics et tes claques. Dans ce cas si précis, un parti politique est un fait privé. Qu'ils offrent des jeeps ou des perruques à leurs membres, en quoi ça nous regarde? Moi, je ne vois pas le problème. Il semble que... Pourquoi ça doit déranger les gens? Il semble que sur le plan... C'est l'organisation de leur parti politique. Si aujourd'hui Mende, mon chef de parti, m'offre une montre, ça choquerait qui? Un parti politique est un fait privé. Mais c'est pour les services, peut-être les stimuler à voter. Est-ce qu'il y a eu... Alors, il fallait avoir des véhicules. Maintenant, il faut amener la preuve qu'il y a un lien entre le don de ces véhicules et un mot d'ordre donné pour voter le gouverneur Bumba. Est-ce que ceux qui n'appellent pas Bango le qu'on a corrompre Bango? Ngai na mitumi na kosenga bakonzi boye basa la politique ya 2 poids de mesure te tango Léopard baza kobeta na Côte d'Ivoire tango bakeye na demi-finale batindelaka bango ba motivation na ba prime wana ezalaki mbongo natikala koyoka te bato ya CAF bakangi mbongo wana Après échange et analyse, les consortiums des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en RDC constatent avec amertume des cas de corruption, des irrégularités à grande échelle et des agitations qui ont émaillé les discrétés, et c'est malgré l'injonction de la ministre d'État, ministre de Justice, répercutée par la lettre du procureur général près la Cour de cassation, appelant les procureurs généraux de toutes les provinces à réprimer fermement
toute infraction de corruption et de tentative de corruption lors de ces scrutins. Ces élections n'ont pas tenu compte de l'inclusion du genre. Les femmes sont très peu représentées. Le jeune peu représenté, alors que au moment de la préparation de ces élections, l'organe de gestion des élections, la CENI, a martelé à plusieurs reprises que ces élections seraient des élections inclusives. Dieu merci Moukoko, bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Dans cette rubrique dossier du jour, vous savez qu'au début, on avait un seul dossier. C'est pourquoi la rubrique dossier du jour, dossier n'a pas de S. Mais je pense qu'il faudrait qu'on mette des S maintenant parce que nous avons plusieurs dossiers. Nous devons y penser vu ce qui se passe dans l'actualité. Et aujourd'hui, nous avons 4 dossiers qui nous concernent. Dieu merci Moukoko. Nous allons commencer par parler de la Cour militaire du Nord Kivu, c'est en matière de sécurité, qui a condamné 8 officiers à la peine de mort. Mais avant de vous laisser nous expliquer tout ça, nous allons suivre cette vidéo et nous allons revenir. Nous disions que nous allons parler de la Cour militaire du Nord Kivu, c'est en matière de sécurité, qui vient de condamner 8 officiers à la peine de mort. Dieu merci, depuis qu'on a parlé de la levée du moratoire, je pense que c'est la première fois qu'on ait une décision ferme de condamnation. Nous allons suivre et revenir. Vous avez par exemple appris que nous avons suspendu le moratoire sur la peine de mort. Évidemment parce que à cause de certains compatriotes, il y a justement ces dégâts humanitaires. Ce sont des choses qui arrivent pas seulement du fait du Rwanda seul, mais du Rwanda et de ses complices qui vivent en République démocratique du Congo et qui sont congolais pour certains d'entre eux. Et donc, c'est pour ça que nous brandissons, nous avons rétabli justement cette sanction pour les dissuader, parce que le premier objectif, c'est d'abord de les dissuader. Mais s'ils s'entêtent, eh ben, la peine de mort s'appliquera. Dieu merci, mon coco, 8 officiers. C'est comme vous l'avez dit, à l'appui de ce que le président de la République est en train de nous dire à travers ces reportages. C'est une première depuis la levée de ce moratoire, parce que 8 condamnations de peine de mort, c'est pas facile. S'il faut mettre tout cela sur le dos ou sur les épaules de la justice, cela justifie qu'il y a un travail qui a été accompli au fond, parce que depuis que ces audiences en ont débuté dans la cour, dans cette cour militaire, il fallait réunir de preuves, il fallait réunir tous les faits qui ont cristallisé en fait ces infractions. Et aujourd'hui, en fait, comme en droit, la cour militaire de Nord Kivu a condamné ces 8 personnes suite à ces infractions de fuite devant l'ennemi et en même temps la lâcheté de ces officiers militaires. Dieu merci beaucoup. Quand on parle de cette condamnation à mort, seront-ils fusillés, pendus, mis sous choc électrique? Comment ça peut se passer? Évidemment, c'est le grand vide que nous constatons par rapport à l'interprétation ou par rapport à l'application de l'exécution de la peine de mort au jour d'aujourd'hui dans notre République, parce que lorsque il s'agissait de l'Union européenne qui avait tenu sa position par rapport à la levée de ce moratoire, nous avons vu que la communauté internationale à travers l'Union européenne n'était pas d'accord. Et en ce moment-là même, nous avons eu l'écho du ministre qui s'occupe de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, qui avait dit à l'époque qu'il y aurait des mesures d'application particulière par rapport à l'exécution de la peine de mort. Aujourd'hui, le ministre qui prend en charge l'organisation de la justice et tous ces auxiliaires qui doivent nous donner l'information qu'il fait ne se prononce pas encore, mais ces mesures particulières par rapport à l'application de la peine de mort suite à la levée de ce moratoire restent attendues par
tous les Congolais, et cela va se faire comme l'exemple se donne dans notre pays par fusillade? Est-ce que cela va se faire par pendaison ou cela doit se faire par exemple comme cela s'est fait au niveau des États-Unis par inhalation de toxiques et autres? Nous attendons jusqu'aujourd'hui que ces mesures particulières soient au moins mises à la disposition de tous les Congolais pour que nous comprenions en réalité quelle serait l'exécution de la peine de mort, parce que si cela ne vient pas jusqu'aujourd'hui, les critiques continueront de faire bon train dans notre pays. Dites-moi, ils ont été condamnés, ont-ils droit à un recours? Effectivement, comme tout justiciable devant la justice congolaise, ils ont d'ailleurs interjecté appel à travers leur conseil et les avocats qui sont en train d'assister ces condamnés. Je crois que dans le jour qui suit, on trouvera certainement la suite par rapport à cet appel qui a été interjeté au niveau de ces tribunaux. Je suis très partagé. Entre-temps, je pense que effectivement, cette levée de moratoire, c'est une manière de dissuader ceux qui, comme ceux-là, ils sont poursuivis pour lâcheté et fuite je pense que dans le combat. Au même moment, je pense qu'il faut condamner, il faut montrer l'exemple. Au même moment, je me dis que ce sont des pères de famille. Père de famille ou pas, la loi est dure, c'est la loi. Vous savez, lorsque il y a eu une levée de cette moratoire, le terme qui a été employé, c'était une levée de moratoire qui s'est faisait pour mettre fin au traîtrisme qui rôdait l'armée congolaise. Et aujourd'hui, vous savez que la plupart de ceux qui combattent sur le terrain de bataille reculent parce qu'évidemment, soit on les a proposé de l'argent, soit parce qu'ils étaient milités ou attendus de livrer les plans qu'il fallait. Et depuis plusieurs temps, lorsqu'il s'agissait des affrontements entre la République démocratique du Congo et les pays étrangers ou les pays qui nous agressent, il n'y avait jamais eu d'avancée en cette matière. Et la classe politique ou les gouvernements qui réfléchissaient profondément autour de ces questions voulaient comprendre réellement qu'est-ce qui devait se faire. Et je crois que c'est après plusieurs réflexions et des questions qui ont entraîné ceux qui réfléchissaient par rapport à cela, on trouvait qu'il était mieux aussi de lever cette moratoire pour que ceux-ci soient en face d'une réalité qui va leur permettre effectivement d'honorer non seulement notre loi, mais d'honorer aussi la tenue qu'ils portent chaque jour, parce que l'État congolais, au-delà de cette organisation de combattre et de lutter contre ces agressions, met un paquet en jeu, et cela répond à des fortes économies, d'où c'est cette tenue qui doit honorer ces économies par rapport à toutes ces munitions qui sont données. On a crié pendant plusieurs années que la République démocratique du Congo avait un embargo, qu'il ne pouvait pas obtenir des munitions ou des armes par-ci, par-là. Et justement, par rapport à ces concours ou à ces travaux qui a été abattu par Félix Tshisekedi, on a compris que depuis un moment, la République démocratique du Congo a doté son armée d'un équipement qui pourra l'aider à faire face à tous ses ennemis. Et si aujourd'hui, au niveau du gouvernement, l'exécutif a travaillé pour doter l'armée de tous ces équipements, je crois que dans cette collaboration, l'armée à son tour doit donner un résultat. Si nous constatons aujourd'hui dans ces contextes que c'est l'armée qui doit fournir un résultat, lui-même prend fuite devant l'ennemi, ça veut dire carrément que cette histoire de complot continue encore contre la RDC par les fils de notre nation. Nous allons rester toujours au Nord Kivu, où il y a eu dernièrement le bombardement d'un camp de déplacés. Et voilà, il y a une demande de la coordination de l'Union sacrée à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur ces attaques continues ciblant la population civile, justement à travers ces bombardements du camp de Mugunga. Qu'en est-il vraiment?
Effectivement, cette déclaration ou cette demande qui va être formulée devant la CPI va apaiser les cœurs de plusieurs Congolais parce qu'il faut noter qu'il n'y a pas seulement eu l'Union sacrée qui aujourd'hui vient avec cet appel. Nous nous rappellerons qu'ici il y a eu le docteur Mukwege d'ailleurs qui depuis plusieurs années avait même demandé à l'époque qu'il soit créé un tribunal pénal international en RDC comme ça a été l'expérience pour le Rwanda, pour d'autres pays de l'Est de l'Afrique, pour qu'enfin qu'il y ait le calme. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons comment cette coordination de l'Union sacrée milite ou encore à travers ces communiqués ou ces déclarations, veut en sorte que la CPI intervienne dans cette histoire, moi je crois que les choses sont en train d'avancer. Aujourd'hui, la coordination de l'Union sacrée qui vient tout en dénonçant d'abord ce qui se passe, parce que c'est la population civile. Ils n'ont peut-être cette population, ils n'ont rien à voir dans cette guerre économique qu'a souligné lui-même Félix Tshisekedi Tshilombo, que c'est une guerre économique qui engage plusieurs personnes et dont les intérêts restent encore flous, mais nous savons que tout cela repose sur les minerais. Et il faut dire que la population civile qui n'a ni armes, la population civile qui lui n'est pas dotée de tous ces minerais parce qu'ils ne savent pas exploiter, ils n'ont pas l'équipement qu'il faut pour l'exploitation de ces minerais, être victimes dans ces cas, nous appellerons donc ensemble avec eux que la Cour pénale internationale s'épanche pour que cette question soit enfin résolue. Le sujet qui devait suivre concerne le ministère du Travail, mais nous allons d'abord prendre cette proposition du député Paul Gaspard Nganankoy par rapport aux élections des sénateurs et gouverneurs qui viennent de se passer. De quoi s'agit-il? Que propose-t-il? Et vous savez, Amen Dimani, depuis quelques temps, nous avons vu plusieurs organisations dans notre pays qui s'installent pour lutter contre la corruption et des voix s'élèvent par-ci et par-là. Et aujourd'hui, nous avons un éminent fils de notre pays, lui qui soutient qu'il faut cette fois-ci, pour éviter la corruption autour des élections des sénateurs, et il dit même cette expérience, nous devons déjà l'avoir, aller un peu, comme vous l'aviez dit tout à l'heure avec Fils Kazadi, réviser la constitution de notre pays. Parce que si nous ne révisons pas la constitution de notre pays, si cette constitution n'est pas révisitée, les choses ne vont pas changer. Il y a une corruption et d'ailleurs, il a essayé dans ses propos de critiquer un peu l'intervention du secrétaire général de l'UDPS, qui dit que donner une Jeep ne pourra être qu'une motivation alors que cela n'est pas une corruption. Mais le temps est mal choisi. Pourquoi donner seulement des Jeeps maintenant? Nous savons que ces partis politiques a lutté pendant longtemps de manière partisane, sans un rien, et nous avons compris et nous avons, si nous pouvons évaluer les travaux de l'IDPS, nous comprenons que c'est vraiment du volontariat qui se faisait dans le fond. Plusieurs ont marché, plusieurs ont trouvé la mort et plusieurs juste là continuent de parler de cela. Mais si il faut associer l'organisation des élections des sénateurs et l'organisation des élections des gouverneurs, nous comprenons directement à travers cet acte qu'il y a quand même une facilité qui va se créer dans le fond, parce que la définition déjà de la corruption s'étend dans plusieurs domaines. Dans la corruption aujourd'hui, vous savez, Amen Dimouane, si vous comprenez un peu le terme, c'est peut-être un particulier qui peut se livrer de manière directe ou indirectement, proposer des dons, des présents à quelqu'un pour obtenir en fait une facilité ou obtenir... De manière directe et indirecte. De manière directe ou indirecte. Et aujourd'hui même, il faut dire que ce n'est pas seulement notre contexte, parce que même au niveau de la fonction publique internationale, cette corruption continue toujours. Et ce qui caractérise la corruption, c'est ces trafics ou cet échange des pots de vin qui circulent. Et aujourd'hui, pourquoi seulement des Jeeps? L'IDPS, nous comprenons que c'est le parti politique du chef de l'État. Nous pouvons nous taire... Pourquoi pas des Jeeps aux députés nationaux? Pourquoi seulement aux députés provinciaux? Pourquoi pas, effectivement. Avant l'élection. Mais lorsque nous regardons le combat partisan de ces partis politiques, nous savons que c'est des vraies valeurs axiologiques qui déterminent notre pays, qui a été prôné à travers l'IDPS pendant tous ces temps. Mais si c'est des Jeeps encore en ce moment, c'est là
fait toujours que la population puisse parler. Il y a autant d'urgences. Une Jeep n'est pas une urgence par rapport à cela. Au Congo, notre pays. En parlant du Congo, justement, nous venons de changer de système ou de mode. Nous allons maintenant, un peu comme les anglophones, les jours de travail passent de 6 jours à 5 jours. À 5 jours. Nous sommes maintenant au système anglophone. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et qu'est-ce qui a été dit, justement? Effectivement, je crois que lorsque nous n'avons pas encore le décret, parce que le journal officiel doit publier les décrets dans le prochain jour, mais lorsque vous lisez les commentaires de tous ces médias et toutes ces personnes qui ont quand même eu part à cet événement, nous comprenons qu'ici le Premier ministre qui sortant Sama Lukombe veut seulement renforcer la manière de travailler ou l'application de choses ou l'applicabilité de choses au sein de la fonction publique. Déjà, il faut constater que les fonctionnaires arrivent presque à 9 h au bureau, suite à plusieurs raisons. Et cette fois-ci, c'est écourter les jours de travail pour permettre à ces derniers de se présenter dans le lieu de travail à temps. S'ils peuvent se présenter à 8 h, commencer le travail et finir à 17 h et leur permettre le week-end pour avoir ces 2 jours de repos, cela va édifier sur le plan moral, sur le plan mental et même sur le plan physique tout ces agents de la fonction publique ou de l'administration publique. Mais il faut noter qu'Amen Dimouani, au-delà d'écourter le jour du travail, ces décrets parlent aussi des sanctions. Ils parlent des absences, ces décrets parlent des abandons de postes pour ceux qui ne sont pas... et ces décrets, comme je le dis, parlent aussi de retard parce que ceux qui totaliseront plus de 6 retards auront en tout cas une poursuite disciplinaire dans les organisations de l'administration publique. Il y a autant de modifications par rapport à la vie ou au code de conduite de l'administration publique et nous espérons bien que le jour qui vient, lorsqu'il y aura promulgation ou publication de ce document, nous reviendrons sur ces plateaux pour faire encore un commentaire de manière brève. C'était la Dieu, merci mon coco. Merci à vous d'être passé. Je vous remercie aussi, Amen Place Dimouani. à la prochaine rubrique. Je pense que nous allons parler santé. Derrière cette jeune dame aux allures innocentes se cache une manipulatrice des insectes comestibles. Françoise Loukadi nous emmène dans l'univers des larves de palmiers d'Imposé sur les hauteurs de l'université de Kinshasa. Personne n'arrivera plus sur le marché, on lui dira que c'est fini, il n'y a plus d'Imposé. On est une structure qui vient en appui à la protection de l'environnement, notamment des écosystèmes de palmiers. On n'abat pas le palmier. On produit l'Imposé sur base de déchets des différents types de végétaux. La température idéale pour la production d'Imposé, c'est 25 degrés et l'humidité ne peut pas dépasser 70%. Habituée à se développer dans des troncs des palmiers en décomposition, cette ferme d'élevage a tenté une expérience réussie, loin de l'habitat naturel. On fait des captures de géniteurs dans le milieu naturel. On les ramène vers nous et on a pu mettre en place notre propre troupeau reproducteur. Pour le moment, la production actuelle par mois, on peut atteindre 300 kg de larves d'Imposé le mois. Nous ne produisons que l'Imposé, mais le projet est en cours pour produire d'autres espèces. Et évidemment, à partir des déchets d'Imposé, pourquoi pas produire les champignons, pourquoi pas mettre en place des fertilisants. Nous sommes à l'université de Kinshasa. Et on peut mettre en place des fertilisants et donner aux étudiants qui font leurs travaux de mémoire ou des TFC. L'idée du départ est de combler la carence en alimentation des orphelins et des autres personnes âgées. Arriver à mettre en place une petite usine de production des produits variés à travers des différents sous-produits d'Imposé. Pourquoi pas de l'huile à base de l'huile d'Imposé, pourquoi pas des bonbons, des biscuits à base de protéines d'Imposé parce que ça sera plus facile pour les enfants. Pour le moment, ce n'est pas tous les enfants au niveau des orphelinats que nous visitons qui acceptent de manger les larves comme ça.
pourquoi pas mettre en place des sucreries, des biscuits, des bouillies à partir d'impôts et ça sera facilement plus consommé. Beaucoup de dextérité pour extirper les cadavres. Cet insecte dispose des protéines pouvant remplacer la viande, d'énormes protéines, des glucides et des lipides. Place au sport à présent avec Monsieur Sport. Christopher, comment vous allez? Ça va très bien, Man Dimali. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mais aussi de retrouver les téléspectateurs d'RE Télévision. Plaisir partagé, très cher. Nous allons parler de la Dinafoot. Et justement, c'est le championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Il poursuit son bonhomme de chemin. Plus que 3 journées pour que celui-ci donne son verdict. La lutte à la tête est âpre. Si le TP Mazembe Anglebert, jusqu'il y a 2 journées, était vu comme le champion incontesté, les choses, petit à petit, se rééquilibrent à la tête de la Ligue nationale de football, où finalement, 2 clubs plutôt, se retrouvent à 20 points. Le cas de Maniema Union, qui a affronté le football club Saint-Éloi Lupopo ce dimanche au stade Frédéric Kibasa Maliba. À l'aller, Mazembe l'emportait bien assez facile, plutôt Lupopo l'emportait bien assez facilement à Kindu sur le score de 4-1. On s'attendait à ce que ce soit un score fleuve, mais non. Maniema ne s'est pas déplacé en victime expiatoire. L'équipe de Kindu a même dominé le match, mais a fini par ramener le score à 1 but partout grâce à un certain Jefte Kitambala, qui connaît bien le Lubumbashi pour avoir fait un passage au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert, alors que c'est dans un cafouillage que Chatakora, joueur du Football Club Saint-Éloi Popo, avait réussi à ouvrir le score. Donc 1 but partout. 1 but partout. Ok. Maniema, toujours, bon, on n'est pas dans les classements, mais toujours... Maniema reste au contact du tout-puissant Mazembe Anglebert, bien évidemment, mais on peut proposer à nos téléspectateurs de regarder les 2 buts et les quelques ratés de ce match. Allons au résumé de ces matchs. Nicolas Yembe, la déviation elle est bonne, et oui, belle montée des Viettes, avec cette balle, pourquoi pas décentrer, et oui, il a bien freiné le centre à suivre à la tête, l'intervention de Brudel, ils se sont gênés donc d'épeler le tir, ce n'est pas terminé, l'ouverture du score, des Saint-Éloi Lupopo, quel cafouillage dans cette surface, ils ont tant insisté, et le but, la balle termine au fond du filet. Abdul Chatakora, avec beaucoup d'insistance, même si le camp de Maniema Union réclame une position litigieuse. Basala Mongo, Patiruga Chibanda, avec Exousia Mwanda Kiamanda. Le centre d'Exousia Mwanda s'est renvoyé. Onoya, dans le parage de la faute Onoya, c'est repoussé Kitambala qui traîne et s'est dégagé avec beaucoup de force. C'est donc la pause. Exousia Mwanda Kiamanda. Pour Jefte Kitambala. La faute de Jefte Kitambala. Il a cette force et cette belle manière de bien fixer les portiers adverses. Jefte Kitambala pour obtenir l'égalisation des Maniema Union de Kindu. Le joueur du TP Mazembe prêté à Maniema Union. Lui qui a fêté son anniversaire récemment, Jefte Kitambala. Et quelle force de sa part. Il a pu bien tenir Ouga ainsi que Nikoyo pour bien envoyer cette balle. Daniel fera quand même une bonne affaire pour cette équipe qui s'est déplacée, qui a quitté Kindu pour l'escale ici à Kinshasa et ensuite voyager à Lubumbashi et le supporter de Mazembe entraîne donc de chambrer ceux de Lupopo. Joli but. Joli but de Jefte Kitambala, il y a de quoi célébrer. Mais après, à la fin, ce sont plutôt les supporters du TP Mazembe Anglebert qui chambraient ceux du Football Club Saint-Éloi Popo. On se retrouve à Lubumbashi, bien évidemment. Et ça, c'est dû, on va en parler tout à l'heure, aussi au match nul que le TP Mazembe Anglebert a fait dans ce même stade quelques 24-48 heures
plus tôt. Mazembe faisait aussi un match nul. On va donc prendre alors les réactions des deux côtés. Les deux entraîneurs, Mohamed Magasuba du FC Saint-Éloi Lupopo et Papi Kimoto, ancien international de la République démocratique du Congo pour l'équipe de Maniema. Le football est dur. Pour certains joueurs, c'est vrai, mais l'important est de rester au contact. C'est vrai, le Popo fait un match nul, bien accueilli tout de même, que de perdre. Ça, c'est Magasuba, mais du côté de Papi Kimoto, l'objectif reste la Ligue des Champions. Cela dit qu'il ne fallait pas perdre, mais gagner les 3 points était aussi quelque chose de bien attendu. Maniema va tenter de conserver sa position pour les matchs à venir. On va rappeler que l'équipe de Maniema Union ne garde plus que quelques petits matchs à jouer. On va en compter donc 3 pour l'équipe de Maniema Union, en 4 matchs pour l'équipe de Maniema Union et 3 pour l'SV Club sans poursuivre en direct. C'est bon, nous allons suivre la réaction de deux coachs. Naturellement, on a perdu 2 points parce qu'il fallait compter également sur l'engagement des uns et des autres. Vous savez, les 2 grandes équipes ont perdu 2 points après leur explication les unes contre les autres. Ça veut dire qu'il y a une débauche d'énergie incroyable entre Mazembe et Lupopo. C'est ce qui fait que les matchs qui ont suivi, certainement, nous avons tous manqué des jambes. Et c'était naturellement, tout simplement, la conséquence des grands matchs. Bon, enfin, ça fait partie du football. Je dis que les gars n'ont pas démérité. Un match nul, il ne faut pas cracher dessus. Disons qu'on était déjà handicapés depuis le départ, hein, parce qu'on savait qu'on avait des absents, on avait des gens qui nous manquaient, naturellement. Bon, il faut faire avec ce qu'on a, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ça fait partie du match. Je crois que depuis que le public a commencé à huer sur lui, déjà, lui, il a perdu le pédale. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Le football, ce n'est vraiment pas facile. C'est d'abord la tête, ensuite les pieds, etc. etc. Donc, dès que ses premières touches de balle, déjà, il a perdu le contrôle. On a hué sur lui, on a continué à huer sur lui. Et finalement, il ne s'est pas retrouvé. Ça fait partie du football aussi, hein, naturellement. Ah ouais, on est toujours bien en place. Je crois que c'était un match difficile, mais il n'y a pas de problème. La suite, on va se corriger et mettre en place enfin une équipe un peu plus compétitive que celle-là. Oui, déjà parce qu'on n'a pas perdu. On est venu avec beaucoup d'ambition. À savoir, il fallait défendre notre place en Ligue des Champions. C'est notre concurrent direct. Il fallait gagner à tout prix les mettre à distance. Car cela ne tient, 1 point nous arrange. Et la Ligue continue. Donc voilà, on a contrôlé le match, surtout en première période. Contre les cours du jeu, on a encaissé un but, ça fait partie du jeu. Mais on a réagi tout de suite en deuxième période. On a mis beaucoup de pression, beaucoup de rythme. Et la chance nous a souri, on a égalisé, on est content. Voilà, c'est ça aussi le football. À défaut de ne pas prendre les 3 points, il faut être content avec les 1 point. Mais être content pour un match nul, moi, non, je ne pense pas. Parce que si on gagnait aujourd'hui, on arrivait à 4 points avec Mazembe. La course petite était quand même encore là. Maintenant, on fait l'affaire de TP Mazembe. Il continue à trôner avec 8 points d'avance devant tout le monde. Et je vais être content de ça. Non, ça c'est un entraîneur qui n'a pas d'ambition, pas moi. Nous parlons de quoi cette fois-ci, Christopher? Justement, on va rester en Ligue nationale de football. Dans ce même stade, quelques heures plus tôt, on le disait encore, le football club Lubumbashi Sport affronter le tout-puissant Mazembe Anglebert. Vous rappelez-vous, lors de la phase classique du score le plus lourd à Mendimani, c'était 8-0. Et c'est Lubumbashi Sport qui avait écopé jusque-là le fleuve le plus lourd de la Ligue nationale de football. Tenez, hier, ce n'était pas le cas. Les kamikazes de Lubumbashi Sport ont tenu tête au tout-puissant Mazembe Anglebert. L'équipe de Moïse Katumbi bloque pour la 2e fois après le nul contre son éternel rival dans ce même stade, Frédéric Kibasa Maliba, situé dans la commune de la Kenya. C'était 0-0 entre Lubumbashi Sport et le tout-puissant Mazembe Anglebert après le nul de 1 but partout face au football club Saint-Éloi Lupopo. Mazembe, qui avait fait un sans faute lors de la manche aller, commence avec 2 matchs nuls alors que la lutte est âpre en tête du classement partiel. Pour ce qui est de ces matchs, joués ce dimanche, Dauphin Noir évoluant à Goma a disposé de l'équipe des Salésiens de Don Bosco, devenu donneur de points en cette Ligue nationale de football. 2-0 pour l'équipe de Guy Lussadissou Bassissila. L'ancien international et joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert avait dit vouloir gagner ce match pour le peuple de Goma meurtri. On a une pensée
pour nos confrères et nos frères dans cette partie de la République démocratique du Congo, injustement tués jour et nuit. Ça va faire 3 décennies. Et évidemment, une façon de ramener un peu le sourire. Il a effectivement gagné ce match. Mais il faisait surtout référence à Amen Dimoni, un événement insolite, sûrement qu'on va le revoir très prochainement. En République démocratique du Congo, comme je viens de le dire, c'est le pays de tous les paradoxes. On s'attend à ce que, quand une équipe adverse manque un penalty, que celle dont le gardien a réussi à arrêter le penalty jubile. C'était l'effet contraire face à l'AS Victoria Club, alors que Dauphin Noir jouait contre V-Club. Vita a manqué un penalty et, étonnamment, 2 joueurs de Dauphin Noir ont fait un geste qui en étonne beaucoup aujourd'hui. Il y en a un qui a pris la tête à 2 mains et un autre qui s'est carrément agenouillé, comme si c'était son coéquipier qui venait de rater le penalty. Et justement, interrogé par rapport à ça, Sadissou Assisila a dit vouloir venir sur le terrain pour gagner le match et pas pour s'amuser. Et justement, pour s'excuser, il avait promis de l'emporter face à l'équipe des Salésiens de Don Bosco. Et justement, au classement partiel, le tout-puissant Mazembe Anglebert contrôle les opérations. 8 matchs joués, 20 points pour le TP de Lubumbashi, 20 points aussi pour l'équipe de Maniema Union de Kindu, son adversaire, ou son dernier adversaire. Et ça faisait 10 matchs joués pour l'équipe de Maniema Union. L'association sportive Victoria Club vient en 3e position avec déjà 11 matchs joués et 18 points à son compteur. Il reste, s'il vous plaît, Amen Dimoni, à l'association sportive Victoria Club, affronter le Football Club Saint-Éloi Lupopo, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Les 2 matchs vont se jouer ce mercredi et samedi à Lubumbashi avant de revenir croiser l'équipe de Maniema Union. Autant dire que V-Club a un os au dîner. Ça va être très difficile pour l'équipe des Dauphins Noirs en cette fin de Ligue nationale de football. Il ne leur reste plus que ces 3 matchs-là. Mais Christopher, moi j'ai une petite question. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'il y ait une équipe qui en est déjà à 11 matchs, une autre équipe qui en est encore à 8 matchs? Justement, c'est... Les calendriers est en retard? Oui, le calendrier a été un peu adapté par rapport au match du tout-puissant Mazembe Anglebert, qui était resté l'unique représentant de la République démocratique du Congo en compétition africaine interclub. Donc, ça se comprend. Mazembe devait aller jouer, préparer, jouer en Angola, aller encore en Égypte et puis revenir. Voilà. Donc certains matchs sont retardés. Certains matchs ont été justement décalés et là, Mazembe a pris une vitesse de croisière, vitesse de croisière aussi pour le Football Club Saint-Éloi Lupopo. 9 matchs joués pour les jeunes et bleus de Lubumbashi. Il comptait le dernier match nul. Lupopo loupe le coche d'aller chercher plus de points au départ pour aller titiller encore la tête de cette Ligue nationale de football. 17 points donc pour les jeunes et bleus de Lubumbashi en embuscade. Les Aigles du Congo, 10 points, plutôt 10 matchs joués, 14 points pour les Aigles du Congo qui ont encore des potentiels points à aller chercher. Il reste 4 matchs à l'actif de cette équipe. Pareil pour l'équipe de Dauphin Noir qui, grâce à sa victoire sur Don Bosco, remonte au classement et totalise 7 points pour 10 matchs joués. 10 matchs pour les Kamikazes de Lubumbashi et 6 points. Don Bosco ferme la marche. 11 matchs et 5 petits points. C'est la pire prestation de l'équipe des Salésiens de Don Bosco sur, on va se permettre de dire, les 5 dernières années. On suit en image ou... Non, il n'y a pas d'image. On va passer à autre chose, évidemment. Allons-y. Autre chose, on va parler donc des léopards de la République démocratique du Congo. Nous allons donc chaque fois prendre les nouvelles de les léopards à chaque intervention dans 7-9, évidemment. Aujourd'hui, direction l'Angleterre, là-bas où il y a des potentiels et probables futurs léopards. Le cas de Steffi Mavididi ou encore Axel Tonzebe qui aurait déjà donné son cutus à Sébastien Desabres. Nous le faisons ainsi parce que la République démocratique du Congo va affronter déjà en début du mois de juin le Sénégal. 3 jours plus tard, jouer à Kinshasa l'équipe nationale des éperviers. C'est plutôt le Togo qui va jouer la République démocratique du Congo. Et justement, on va commencer par Tonzebe Axel. À moins donc d'un mois, nous le disions tout à l'heure, Tonzebe Axel qui joue plutôt à Ipswich en 2e division anglaise. Son équipe est
passé direct, a été promu en Premier League cette saison. Twanzebe Axel est deuxième de Championship. Le club de l'Est de l'Angleterre valide donc directement son ticket en Premier League sans avoir besoin de passer par le play-off. Le club de Suffolk a réussi ce tour de force après s'être placé deuxième, je le disais tout à l'heure. Le natif de Béni a été très important dans l'effectif. Les défenseurs ont joué 21 matchs, dont 19 comme titulaire, avec 2 passes décisives, une passe décisive et un but marqué. Bémol, jusque-là, on ne lui a pas encore proposé la prolongation de contrat. Son contrat va se terminer le 30 juin 2024 prochain. Lui non plus, on va le dire, n'a pas encore dit plutôt son dernier mot. Il s'agit là de Grady Diangana. Mais avant de parler de Diangana, on va vous montrer l'image. Stephen Mavididi, c'est le leader et champion de la 2e division anglaise. Avec Leicester City, il remonte en division d'honneur pour le joueur de la République démocratique du Congo. 48 matchs joués, en tout cas, cette saison. Et 44 fois comme titulaire, c'est un joueur incontestable dans l'effectif aujourd'hui de Leicester City. L'ancien joueur de Montpellier a réussi à faire 6 passes décisives et marqué 13 fois. Il vient juste après Jamie Vardy qui est, lui, la légende du club. Lui non plus, je le disais tout à l'heure, n'a pas encore dit son dernier mot. Il s'agit là de Grady Diangana, international de la République démocratique du Congo, présent à la récente Coupe d'Afrique des Nations avec son équipe de West Bromwich Albion. Le Congolais a rejoint cette équipe de Championship en 2019. Depuis lors, il va de match en match. La saison dernière, il a joué 36 matchs. 36 matchs aussi pour cette saison, dont 29 titularisations. Le Congolais a donc marqué 7 buts et 8 passes décisives. Jusque-là, son équipe est en 5e position. Et justement, comme le dit la règle en Angleterre, à la fin du championnat de 2e division, pour avoir l'accès à l'unique ticket qui reste après le premier et son dauphin, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e vont faire un genre de play-off. Okay. Celui qui va mieux se classer va avoir l'unique ticket pour la division d'honneur. On reste donc en Angleterre et on va finir avec ce Congolais-là. Il s'agit de Edo Kayembe, lui aussi en 2e division. Nous l'évoquons parce que lui, il fait aussi partie des léopards de la République démocratique du Congo, malheureusement blessé quelques temps avant la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été remplacé par un certain Omenouke Mfulu qui joue à Luton Town en division d'honneur anglaise. Il a été promu cette saison, Omenouke Mfulu, évidemment avec son équipe. Et justement, on va s'en dire ici que Edo Kayembe, avec son club, est plutôt dans le dur. Après sa blessure, il a repris la place sur le terrain. Kayembe, aujourd'hui, est 15e avec son équipe. Il doit encore attendre s'il reste à Watford. À défaut, il devra changer de club pour aller être dans l'élite. Il est 15e placé. Il a joué 36 matchs, dont 28 comme titulaire. Et le milieu de terrain de la République démocratique du Congo a marqué 5 buts. Prochain épisode avec d'autres léopards à travers, bien sûr, l'Europe. Et pourquoi pas parler de Fiston Mayele Kalala, qui était là, jusque-là, l'un des rares joueurs évoluant sur le continent à faire partie de la liste de Messieurs des Sabres Sébastien. Et d'ailleurs, les Congolais croisent déjà les doigts en attendant la prochaine liste. On risque de l'avoir sans Cédric Bakambu, à nouveau blessé. Avec son équipe de Betis. Il était blessé, il est revenu à peine un match. L'attaquant congolais s'est à nouveau blessé et on va peut-être voir des nouvelles têtes dans la sélection. Justement, on va peut-être voir des nouvelles têtes dans la sélection sans Cédric Bakambu. De mon côté, c'est pas plus mal pour la seule raison qu'il a été pointé du doigt par beaucoup de Congolais pour n'avoir pas été au niveau lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, mais si il peut prendre un peu de repos et que l'on voit ce qu'on a comme répondant sur terrain sans Cédric Bakambu, il peut prendre un peu de répit aussi. Après, pour moi, ça reste quand même un joueur important pour l'effectif de la République démocratique du Congo. C'est un peu le grand frère de ces jeunes joueurs qui encadrent le jeune. Voilà, qui sont nés. Les gens trouvent en une certaine motivation. Bien évidemment. Donc, c'est par là que nous mettons un point avec cette page de sport. C'était le journal de sport avec Christopher. Christopher, je me suis rendu compte l'autre jour en zappant sur mon téléphone comme ça qu'on n'a pas de photo en commun. Je me demanderais de passer comme ça. Je pense que je vais finalement finir par changer de photo de profil avec. Cette histoire de photo, en pleine émission, je me souviens d'une dame, elle s'appelle Mamina Masengo de Lubumbashi, à qui j'ai fait un clin d'œil. Mamina, elle faisait ça à son émission. Tu as donc volé une idée, quoi.
Ouais, c'est l'idée de Mamina que je viens de chipper. Mamina, on te salue. Je te salue aussi avec un gars de Lubumbashi aussi. Alors au passage, salut Mamina. Super idée. Et ce qui est bien, c'est que nous avons Christian là derrière. Hein. Ouais, le preneur de vue. Il est sous la photo. Il faut avouer qu'il fait un super boulot. Il y a pas Christian, que lui, bravo pour le boulot. Il n'y a pas que lui, hein, c'est toute l'équipe finalement. Voilà. Christian, Kevin, bravo. Christopher, notre réalisateur Kovo Mamona. Nous avons Chitea au son. Nous avons Volcan à la régie. Nous avons cette grande team. Et nous saluons les efforts fournis par chacun. Christian, je pense qu'avec notre réal, nous allons clôturer ici cette émission. C'était toujours un plaisir. Le même plaisir, Monsieur Sport. Merci à vous. Messieurs et dames, vous avez suivi. Nous sommes très heureux. Voilà, les 7-9 de ce numéro. Ce numéro prend fin. À tout à l'heure ou à très bientôt. Nous allons nous retrouver pour le prochain numéro. En attendant, prenez soin de vous.